Un jour, je parlais avec mon copain et je voulais pas lui dire quelque chose et il insistait lourdement. Et à un moment de la discussion, il m'a dit « Mais c'est le 4e secret de Fatima ou quoi ?» Et moi, je savais pas du tout ce que c'était le 4e secret de Fatima. En fait, Fatima, c'est pas une personne, c'est une ville au Portugal, c'est l'équivalent de Lourdes. C'est un lieu de pèlerinage, un lieu de recueillement, très connu des catholiques. Mais comme moi, je suis pas pratiquante, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, je suis curieuse, donc j'ai envie d'aller voir ça. On est comme les oiseaux migrateurs, c'est l'été, c'est les vacances, fini la Thaïlande, on est de retour en Europe. Donc c'était l'occasion enfin d'aller voir cette fameuse ville de Fatima dont j'entends parler depuis plusieurs années et en savoir un petit peu plus sur l'histoire qu'il y a autour. Tout a commencé en 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Des enfants âgés entre 7 et 10 ans ont une vision. Ils auraient vu la Vierge Marie qui leur aurait révélé des secrets. Elle leur aurait demandé de revenir tous les mois pour leur dire des choses, les inviter à prier, leur révéler des exclusivités. D'autres personnes auraient vu aussi des phénomènes. Il n'y a que les enfants qui ont vu la Vierge Marie, mais d'autres personnes présentes sur place auraient vu des phénomènes météorologiques, le soleil un peu bizarre, des nuages. Alors, certains disent que c'était une hallucination collective ou un phénomène météo. D'autres y croient dur comme fer, c'était la Vierge Marie. En tout cas, il y a toute une histoire autour de ces fameux 3 secrets qu'elle a révélés. Et donc, on en saura un peu plus quand on sera sur place. Donc c'est ici que la première vision est arrivée le 13 mai 1917. À l'époque, c'était des champs, les gamins gardaient leurs moutons. Tout d'un coup, ils ont vu un éclair, ils ont pensé que l'orage arrivait, ils se sont préparés à rentrer chez eux et ils ont vu une dame apparaître, une dame tout en blanc qui était au-dessus d'un arbre. Apparemment, elle leur aurait demandé de ne rien révéler et leur aurait dit de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois. Mais sauf que la plus petite, Jacinta, elle avait que 7 ans à l'époque. Il est bien évident que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a raconté ça à sa famille. Une petite gamine comme ça, elle pouvait pas garder le secret, c'était trop lourd pour elle. Et donc là, les réactions ont été assez partagées. Certains les ont crus, d'autres les ont moqués, certains les ont interrogés avec insistance. Et pourtant, au fil des mois, leur version n'a jamais changé. Ce qui pose question quand même, parce qu'on se dit des enfants sous la pression, ils auraient quand même fini par craquer. Non, leur version n'a jamais changé. Ils y sont donc retournés le 13 de chaque mois. Le 13 juin, des gens ont commencé à venir, il y avait une centaine de personnes. Puis est arrivé juillet. Juillet, des milliers de personnes étaient réunies pour voir. Voir quoi ? On ne sait pas trop, puisque du coup, les autres gens ne voyaient pas grand-chose. Tout ce qu'ils voyaient, c'était des gamins en train de parler à une chose invisible. Le 13 juillet, la Vierge, en tout cas cette apparition, aurait délivré un message aux enfants en 3 parties, qui seraient donc les fameux 3 secrets de Fatima. Donc le rendez-vous tous les 13 de chaque mois ici, là où il y a la construction, et évidemment à l'époque c'était un champ. Et donc la promesse a été faite par cette dame en blanc que le 13 octobre se passerait quelque chose qui prouverait les dires de ses enfants. En gros, il y aurait un phénomène qui montrerait que c'est vrai. Au fil des mois, les sceptiques se sont aussi rassemblés. Et donc un jour, les enfants ont été arrêtés par la police. Ils ont été questionnés, ils ont même été menacés de mort. Et pourtant, ils n'ont rien révélé, ni du secret, ni avoué un quelconque mensonge. Ils n'ont rien voulu dire, muets comme des cartes. Finalement, du coup, l'apparition a été reportée au 19 ce mois-là, puisque ils n'étaient pas là le 13, ils étaient en train d'être questionnés. Finalement, le 13 octobre 1917, il y a entre 50 000 et 70 000 personnes qui sont rassemblées pour venir voir la fameuse révélation. Donc il y a un peu tout, des journalistes, des croyants, des sceptiques, des curieux comme moi aujourd'hui. Et tous voient les enfants parler, ils assistent à des manifestations météo. Quand ils arrivent, il pleut à plein. Et finalement, tout d'un coup, la pluie cesse. Certains voient le soleil tourner, d'autres voient des nuages. Certains voient
voient le soleil se rapprocher puis s'éloigner, d'autres ne voient rien du tout. Finalement, Jacinta et Francisco meurent à respectivement 9 et 10 ans de la grippe espagnole. Seule Lucia continue à vivre jusqu'à 97 ans et elle devient religieuse toute sa vie et c'est elle qui révélera finalement les 3 secrets. Donc seule Lucia a pu révéler les fameux secrets quelques années plus tard. Le premier secret, ça aurait été une vision de l'enfer. La Vierge Marie leur aurait montré une image avec des flammes, etc. Donc c'était l'enfer. La deuxième vision, le deuxième secret, c'était la fin de la Première Guerre mondiale proche, avec une autre guerre qui allait suivre juste après. Bon, jusque-là, ça correspond un peu. Le troisième secret, Lucia ne voulait pas le dire du tout parce qu'elle avait apparemment juré de ne rien dire. Finalement, elle a failli mourir en 1944. Elle a fini par écrire son secret dans un courrier qu'elle a scellé dans une enveloppe et qu'elle a donnée au Vatican. Il a finalement été révélé des années plus tard et il s'agissait du meurtre d'un évêque, en tout cas quelqu'un, un pape, habillé en blanc, avec d'autres personnels religieux tués en même temps. Le pape Jean-Paul II est persuadé qu'il s'agissait de l'attentat qui l'a visé, mais ça correspond pas trop parce que du coup il est pas mort et il y a personne d'autre qui a été tué à ce moment-là. Donc un peu bizarre. En tout cas, eux, ils sont persuadés que c'était ça le troisième secret et du coup, tout en bas, dans la statue de la Vierge Marie de Fatima, la balle a été récupérée, la balle de l'attentat, et elle a été greffée dans la couronne de la Vierge Marie et les gens vont se recueillir devant. Comme dans tout lieu touristique qui se respecte, les boutiques de souvenirs sont nombreuses. On retrouve les grands classiques, chapelets, médailles, eau bénite, mais aussi quelques souvenirs un peu plus insolites. Du carrelage mural, des coussins et même des statues qui brillent dans le noir. On trouve aussi quelque chose de très surprenant, des faux morceaux de corps en cire. Un cœur, une main, un pied, une oreille, les pèlerins les achètent pour représenter une partie de leur corps, généralement lorsqu'ils demandent une guérison. Les gens les déposent ensuite dans les flammes où les ex-votos sont brûlés. Alors, les secrets de Fatima, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est personnel. En tout cas, je trouve que c'est une histoire fascinante. Nous, on reprend des forces en attendant, puisque à côté, il y a les grottes de Mira d'Aire, j'ai réussi à le dire. Elles sont vieilles de 150 millions d'années. On descend à 110 mètres de profondeur, il fait 17 degrés. Les grottes se sont formées au fil de millions d'années grâce à l'action de l'eau qui a progressivement dissous la roche et créé tout un réseau de galeries, de salles et de formations souterraines. D'après notre guide, les stalactites et stalagmites grandissent ici à une vitesse d'environ 5 cm par siècle et la plus grande formation ici atteint 8 mètres de haut. Malgré leur âge, ces grottes n'ont été découvertes que très récemment. Les habitants connaissaient déjà certains trous naturels dans le sol, mais personne ne savait vraiment ce qu'il y avait en dessous. En 1947, quelques hommes décident alors d'explorer l'un des trous, et là ils découvrent un véritable réseau souterrain. Sauf qu'à l'époque, ils descendent avec des cordes et des moyens assez rudimentaires. Et à un moment, ils arrivent devant un immense précipice. Impossible d'en voir le fond. Ils savent qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais ils ne savent absolument pas jusqu'où ça descend. Au fil des années, les moyens évoluent. Les explorateurs découvrent alors des centaines de mètres de galeries, des salles immenses, des lacs et même des rivières souterraines. Le plus incroyable, c'est que certaines explorations vont durer plusieurs jours. Dans les années 50 et 60, les spéléologues installent carrément des campements sous terre pour pouvoir continuer leurs recherches. Les grottes ouvrent finalement au public dans les années 70, après avoir été aménagées et sécurisées. Mais l'exploration continue encore aujourd'hui. Le réseau connu fait environ 11 km et seulement une petite partie est accessible aux visiteurs, environ 650 mètres. Chaque année, de nouvelles cavités continuent d'être explorées. Et pour la petite histoire, on peut même privatiser les grottes pour certains événements et y organiser des dîners. Et ce n'est pas tout, il y a également une réserve de 15 000 bouteilles de vin qui sont conservées ici. Une cuvée un peu spéciale que nous n'avons malheureusement pas pu goûter. La grotte est pas mal, elle est même vraiment très jolie. Mais par contre, la visite guidée, j'ai pas trop apprécié. En fait, on nous enfourne là-dedans par groupe de 40 ou 50, on est obligé de suivre le guide.
La visite est en portugais uniquement. On peut scanner un QR code pour avoir les explications dans d'autres langues. Le problème, c'est qu'entre le blabla du guide, les gens qui parlent et tous ceux qui écoutent sur leur téléphone une autre langue, on n'entend rien. Mais ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment beau et ça ressemble un peu à des grottes que j'avais déjà visitées en Dordogne. Donc pour ceux qui les ont déjà visitées, c'est un peu similaire, c'est très joli. Bref, une fois que ça c'est fini, 1 heure de route, on se dirige vers Nazaré, un petit village de pêcheurs, mais c'est aussi l'endroit où on peut voir les plus grandes vagues d'Europe. Bienvenue à Nazaré. Alors, petit village de pêcheurs, on voit le poisson qui sèche, les vendeurs juste au bord de la mer, c'est super joli. Et en fait, jusqu'en 2011, c'était juste ça, un village de pêcheurs. À cette époque, un surfeur hawaïen, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, vient à Nazaré, il se rend compte que là-bas, il y a un canyon énorme qui fait des vagues de fou en hiver. Évidemment, on ne les verra pas aujourd'hui puisque c'est le calme plat, mais en tout cas, en hiver, des vagues d'environ 30 mètres, donc impressionnant. Il arrive à surfer ça, ça donne envie à plein de surfeurs de venir et depuis, c'est devenu la grande mode, le spot des surfeurs en hiver, des surfeurs courageux parce que moi, perso, j'irais pas m'y baigner. Bon, là, il y a les bateaux, c'est super joli, mais surtout, il y a les poulpes en train de sécher. On dirait presque une œuvre d'art, les pauvres bêtes. Spécialité portugaise, la crêpe au Nutella. Aujourd'hui, la ville est devenue une véritable station balnéaire. Et pourtant, malgré cette transformation, Nazaré a conservé une partie étonnante de son identité, la tenue traditionnelle, les fameuses 7 sayaches, les 7 jupes. Les femmes portent plusieurs jupons superposés qui étaient à l'origine très pratiques pour se protéger du froid et de l'humidité. Pourquoi exactement 7? En fait, personne ne le sait vraiment. Certains parlent des 7 jours de la semaine, d'autres des 7 vagues de l'océan, ou encore des 7 douleurs de la Vierge. Aujourd'hui, cette tenue est encore portée par les femmes les plus âgées, mais la tradition se perd de plus en plus. Muito bem. Arrivé ici au fort de Nazaré, on est complètement au bout et c'est là qu'il y a le canyon sous-marin. Alors aujourd'hui, c'est pas flagrant évidemment, c'est pas la saison, mais ici l'hiver c'est le spot où venir pour voir les grosses vagues. Juste en dessous la mer ici, le plus grand canyon d'Europe, 5000 mètres de profondeur, 230 km de long, ça crée des vagues énormes. Mais pourquoi? C'est surtout en hiver, parce que les tempêtes arrivent de l'Atlantique, avec le vent ça fait un entonnoir et ça fait des rouleaux énormes et impressionnants. Là, évidemment, il n'y a pas trop de tempêtes en Atlantique en ce moment, mais la vue est quand même jolie. On peut payer 3 € pour aller visiter le fort, et pour les plus feignants, on paye 2 € pour remonter en tuk-tuk électrique. C'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, nous, on vous laisse ici, on termine et on remonte à Porto, mais il faut savoir qu'on est à seulement 1h30 de Lisbonne, donc ça peut être un itinéraire sympa pour ceux qui vont plus au sud. Bonnes vacances à tous. La prochaine vidéo, ce sera peut-être en Thaïlande ou pas. Je ne sais pas encore ce que je vais vous montrer. À bientôt!